Les notions d'imitation et d'émulation occupent une place centrale dans les arts visuels de la période moderne. Ces deux notions sont d'ailleurs liées l'une à l'autre, même si elles ne recoupent pas exactement les mêmes réalités. Depuis l'Antiquité, l'ensemble des théoriciens de l'art s'accordent sur le fait que la fonction première de l'art est de nature imitative ou mimétique. C'est ce que l'on appelle la mimésis. Mais cette mimésis est de deux ordres. D'une part, un artiste doit imiter la nature. D'autre part, il doit imiter les maîtres, c'est-à-dire les meilleurs artistes ayant vécu avant lui. Ces deux formes d'imitation, de mimésis, sont liées. Et généralement, on apprend d'abord à imiter les maîtres, le sien ou les siens en premier lieu, puis à imiter la nature. Et cela pour deux raisons principales. En effet, pour imiter la nature, il faut d'abord et préalablement avoir appris et intégré les différentes règles, les différentes techniques de son art, sans lesquelles il est simplement impossible ou dangereux d'essayer de représenter ce que l'on a en face de soi. Par ailleurs, la nature ne doit jamais être représentée telle qu'elle apparaît devant les yeux, mais il faut chercher à y faire les meilleurs choix possibles pour que l'image de la nature ainsi produite présente ou les objets les plus beaux, ou les plus significatifs, ou les plus pertinents, ou les plus pittoresques, mais aussi charme et intéresse le spectateur. Cette idéalisation de la nature ne correspond pas nécessairement à une simple idéalisation esthétique, qui viserait à représenter la beauté, quoi qu'en dise en leur temps Leon Battista Alberti ou Giorgio Vasari. Mais elle est toujours présente parce que tout simplement représenter quelque chose, c'est-à-dire produire l'image de quelque chose, c'est toujours faire un certain nombre de choix en fonction des idées que l'on veut transmettre ou véhiculer auprès du spectateur ou encore en fonction des effets que l'on veut susciter sur ce spectateur. Ainsi, quand le peintre bolonais Annibale Carracci, Annibal Carracci, peint cette Pietà, son imitation s'appuie à la fois sur l'étude de la nature et sur l'étude des grands maîtres. Traité avec un grand souci et une grande attention apportée aux détails anatomiques, sans recherche d'exagération ou d'idéalisation excessive, le corps du Christ est probablement inspiré d'une étude d'après le nu que l'on appelle alors académie, comme c'est le cas par exemple de ce dessin à la sanguine. Pourtant, ce corps n'est pas représenté dans sa pure visibilité. Il est pour ainsi dire mis en scène par Annibal Carracci et de deux manières différentes. D'une part, le peintre fait appel à un clair-obscur extrêmement puissant et contrasté qu'il emprunte probablement au Caravage, dont il a eu l'occasion de découvrir les œuvres à son arrivée à Rome. Peut-être le Caravage inspire-t-il à Hannibal également le relatif naturel dans le traitement du corps du Christ. Pourtant, Annibal Carracci corrige, pour ainsi dire, cette première référence à un peintre contemporain en lui superposant une seconde référence à un maître plus ancien, à savoir Michel-Ange, dont il cite explicitement la Pietà. Cette citation n'est pas non plus littérale. Contrairement à Michel-Ange, qui donne un visage juvénile et serein à la Vierge, Annibal Carracci met en valeur la figure du Christ par celle de la Vierge qui porte en son sein l'essentiel de la charge expressive et pathétique de la composition, avec les deux anges qui l'accompagnent, l'un montrant la plaie à la main gauche du Christ, et l'autre désignant au spectateur la couronne d'épines, les yeux embués de larmes. Ces références ne sont pas de simples jeux de citation, destinés à divertir le spectateur cultivé. Elles fonctionnent, pour le peintre, comme des moyens de résoudre des problèmes formels et peuvent varier en fonction de sa carrière, des goûts ou des attentes de ses commanditaires, de la mode ou tout simplement de ses propres recherches et réflexions plastiques. Il est ainsi intéressant de constater que quelques années plus tard, Hannibal reprendra le même sujet, qu'il enrichira de deux figures de saint François d'une part et de sainte Marie-Madeleine d'autre part, mais en privilégiant cette fois-ci une palette beaucoup plus claire et riche et une représentation autrement plus idéalisée du corps du Christ, une nouvelle fois en référence à Michel-Ange, quoique de façon plus pathétique que son émule. La notion d'émulation est effectivement ici centrale. Un artiste qui veut devenir un maître doit se montrer capable de dialoguer,
mais aussi d'entrer en confrontation avec ses aînés et ses contemporains. Cette émulation relève naturellement de la rivalité professionnelle, de la concurrence, mais elle est aussi un moyen pour chaque artiste de faire avancer, de faire progresser son art par l'échange et la confrontation des idées plastiques. C'est la raison pour laquelle l'émulation a particulièrement sa place dans les ateliers, entre les maîtres et leurs élèves ou leurs assistants. Ainsi, ne sera-t-on pas surpris de constater que le dominicain, l'un des anciens élèves d'Annibal Carrach, cherchera à son tour à se confronter à son maître, à entrer en émulation avec lui, pour s'en montrer l'égal, mais aussi, à travers ce véritable duel, à s'affirmer comme maître à son tour, avec une manière qui lui est propre.